Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme d'habitude, Ménia Deschamps vous attend sur Kavi TV, disponible sur CanalSat numéro 240 TV, déjà disponible sur Star Times, comme vous le savez, 113, sur satellite canal 779, mais aussi sur la 89.5 Kavi FM et sur Facebook Kavi TV et siaminfo.com. Le sommaire, on commence par les Guinéens d'ailleurs. Naby Keita était aligné d'entrée par son nouveau club pour la première. Depuis son transfert en Hongrie, il est le capitaine du Sili national, a participé à la victoire en déplacement de son équipe et qui s'est imposé 1-0 devant la Lanterne Rouge d'Arwesen lors de la 23e journée du championnat. Pourrait-il rebondir dans ce championnat? La question que nous allons poser à nos spécialistes. Et puis, les 8e de finale, retour de la Ligue des Champions se tiendront cette semaine. Le PSG doit l'emporter en field pour espérer voir les quarts de finale. Arsenal est le club qui est le mieux engagé dans ces 8e finales de C1. Deux affiches à la loupe, Atlético vs Real Madrid et Lille vs Dortmund. Faites vos jeux dans cette émission puisque nous allons en parler. Justement, nous allons aussi faire un tour en Premier League. Arsenal à 15 points de retard sur Liverpool à 9 journées de la fin. Après son match nul, un but partout à Old Trafford contre Manchester United. La Bundesliga s'invite aussi dans ce Tour d'Europe. La 25e journée de Bundesliga aura été un carnage pour les grands noms du championnat allemand. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après, c'est générique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Comme d'habitude, on va commencer par le tour de la table. D'habitude, je commençais par ma droite, mais là, je refuse. Je vais commencer par la sublime Matou. Bonsoir, heureux de vous retrouver dans cette émission. La deuxième fois seulement. On espère que ça va continuer parce que vous êtes superbe. Ici, ça rend joli le plateau. Bon, en tout cas, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien et c'est encore une fois un plaisir d'être sur ce plateau. Merci. Et de l'autre côté, je reviens sur ma droite, Amadou Mazor Diallo. Bonsoir. De vous retrouver dans cette émission. La deuxième, cette journée, le matin, on était ensemble. On vient de se retrouver dans cette émission Tour d'Europe. Bonsoir Hassan, je suis vraiment enchanté d'être avec vous dans ce numéro sportif avec franchement des sujets aussi très intéressants, surtout en Europe et pourquoi pas quand on parle de Naby Keita aussi, ça nous régale. Passi Bangoura, qu'on ne voit pas le matin, qui a fui la journée, mais il est là avec nous. Bonsoir Passi. Bonsoir, vous savez, c'est pas facile, je crois, avec la routine le matin, avec des embouteillages, mais voilà, ça va. L'équipe est costaud, même en étant absent aussi. Bonsoir aussi à Koya, bonsoir également de l'autre côté où nous sommes vraiment regardés, le nouveau bureau du district de Mangata, c'est dans Koya Profond. Il me charge de passer les salutations les plus sincères. Bon, j'espère que ce n'est pas des Catalans. Le vice-président, c'est avec M. Giroff. Merci beaucoup. De l'autre côté, Jean, on va te laisser parler cette fois-ci. T'inquiète, tu auras le temps de parler. D'abord, bonsoir. Des humains. Donc bientôt, il y aura un fans club de Kavi et puis de cette émission sportive. Alors bonsoir à Hassan et bonsoir à tous. Très heureux de se retrouver ici après une matinée très chargée. Très chargée. Absolument. C'était chaud entre vous. C'était compliqué de se faire comprendre. Allez-y. Avec le ramadan, quand même, c'est pas facile. C'était plus que ça ce matin. Ce matin. Oui, avec le débat, je suivais un peu à distance sur la page. J'ai trouvé que c'était très, très houleux. Je ne sais pas entre vous qui avait raison, qui avait tort. Mais voilà, c'est ça la crème. Sans langue de bois tout de même. On sait qui a raison ou pas. C'est pas parce que je prends au fait, le côté de mon grand, mais tout de même, c'est ça le sport aussi. Pour ceux qui nous écoutent, c'est au grand, c'est majeur. Alors, on va commencer cette émission Tour d'Europe. On va justement commencer par les Guinéens d'ailleurs avec vous, Matou. Bien sûr, Naby Keita était aligné d'entrée par son nouveau club pour la première depuis son transfert en Hongrie. Et le capitaine du Sili national a participé à la victoire en déplacement de son équipe qui s'est imposée 1-0 devant la Lanterne Rouge d'Debrecen lors de la 23e journée du championnat. Bien sûr, Naby Keita a disputé 59 minutes avant de céder sa place et son club est deuxième du classement. Il n'a pris part qu'à 3 rencontres depuis qu'il a rejoint la Hongrie et espère enchaîner les matchs. Pourra-t-il, John, justement enchaîner avec les matchs?
Oui, voilà, voilà déjà ce qu'on peut appeler une bonne gestion d'un joueur qui se blesse trop et trop souvent. Et après avoir joué une dizaine de minutes, il en a fait une trentaine de minutes et maintenant c'était l'occasion de faire au moins 60 minutes. Et puis graduellement, peut-être recommencer à gratter toute une rencontre. Et il faut, moi je croise les doigts. J'espère qu'on va voir un habit beaucoup plus mûr. Quand je dis mûr, je ne parle pas d'un autre joueur. Je parle d'un autre joueur peut-être dans l'attitude, dans le comportement et dans le travail au quotidien. Et puis, c'est un club qui semble être aussi à sa mesure. C'est un club qui semble être à sa mesure. Ce n'est pas aussi physique que ça l'était peut-être en Angleterre et dans d'autres pays. Et il peut graduellement recommencer à gratter des minutes et à reprendre sa forme physique avant de recommencer à jouer les 90 minutes, parce que l'objectif pour un joueur de sa trempe, c'est d'être titulaire et de pouvoir jouer les 90 minutes. Vous n'allez pas être beaucoup sévère cette fois-ci avec Naby Keita. Il revient petit à petit. Est-ce qu'il peut exploser avec ce club? Bon, exploser avec ce club, je le répète tout le temps, j'ai tout le temps mis un accent particulier sur le talent de Naby Keita qui n'est pas en débat. Je sais partout, il a eu l'opportunité de passer, il a marqué ses empreintes même dans cette formation de Liverpool, même si le bilan n'était pas comme ça. Mais les grands rendez-vous, Naby Keita s'est illustré. Alors nous, la question où on va être un peu réticente, c'est sa constante en matière de jeu, en matière de physique. Est-ce qu'il ne va pas se blesser? Quand même, on ne le souhaite pas. Mais à distance, moi, je n'ai pas une idée sur l'entraîneur qui est en train de gérer ce club, mais il a l'air d'être un très bon entraîneur. Savoir quand est-ce qu'il faut utiliser Naby Keita, les minutes qu'il va gratter, c'est extrêmement important. Si vous avez vu le début, c'est vers la fin. Il a intégré Naby Keita, quelques minutes, 2 matchs. Troisième match, il fait débuter Naby Keita et puis il a obtenu gain de cause. 45 minutes, après ça quelques minutes, il fait reposer le joueur. Je pense que si Naby Keita a un bon entraîneur qui est capable de l'utiliser, c'est un très bon joueur. Si on prie Dieu qu'il s'éloigne de ses blessures, moi je pense qu'il est quand même dans un très bon tempo, dans un bon registre. En tout cas, on a hâte de voir Naby dans les grandes compétitions européennes, en Ligue des Champions, en Europa League. Je sais, lorsqu'il aura l'opportunité de gratter quelques minutes dans ces grandes compétitions, il va quand même exploser. Moi tout dernièrement, j'ai aimé le fait qu'il a décliné l'offre de l'entraîneur. Là, il a été honnête envers nous. C'était plus comme avant. À un certain moment, il vient dans un club, il connaît qu'il est blessé, il dit qu'il est apte pour l'équipe nationale. Je sais qu'il a fait une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est de savoir actuellement qu'il ne peut pas gérer l'équipe nationale et le club au moment où, en club d'abord, il n'a pas mis tout le monde d'accord. C'est extrêmement important. Il se concentre au niveau de son club. Je pense qu'il a fait un très bon choix et il est en train de progresser. Sur ce match, Naby Keita tout de même était énorme. Beaucoup de passes réussies. Il a défendu aussi pour montrer que cette blessure se stabilise petit à petit, Naby Keita. Ouais, il était trop tonifiant. Il a vraiment montré qu'il avait envie vraiment de retrouver le rectangle vert parce que depuis très longtemps, il s'est éloigné du jeu, il s'est éloigné en tout cas des matchs dans lesquels il pourra vraiment se montrer très décisif. Alors, dès son arrivée au sein de cette formation, il a joué 3 matchs. Je crois bien, au fur et à mesure, l'adrénaline monte, la mayonnaise prend vraiment, en tout cas, les indices également du club. Et aujourd'hui, il est en train de retrouver les automatismes qu'il faut. Être décisif, il fallait parce que si les gens doutent de lui, parce qu'il est trop fébrile, il a des pépins physiques, parce qu'il est fragile, il fallait à un moment prendre cette prise de conscience et essayer de se remédier, essayer d'être aussi physique, parce que si on est pointé du doigt, s'il ne serait-ce qu'un seul caractère et que on n'a vraiment pas les mots pour remédier à tout cela, à un moment il faut être décisif, à un moment il faut vraiment prendre sa responsabilité. Je crois que 3 matchs joués, il a joué 95 minutes au sein de cette formation. C'est déjà énorme. Et puis l'adaptation vient au fur et à mesure, l'appétit vient en mangeant. Au fur et à mesure, je crois qu'il va encore être l'un des champions, ou en tout cas l'un des rouleaux compresseurs de cette bataille du milieu de Ferencváros. Matou, vous aimez Naby Keita? Bien sûr, je l'aime. Vous avez confiance qu'il peut revenir à sa évidemment. forme habituelle dans le temps? Bien évidemment, parce que c'est un joueur qui n'est plus à présenter, je veux le dire, qui est aussi connu par tous les clubs européens, si on peut le dire comme ça, et aussi, je vais dire, sur le plan national et tout. Donc, comme moi, je suis entièrement d'accord avec Major, parce que je me dis, en fait, si on a un entraîneur qui sait vraiment utiliser ce talent, je pense que ça va aller, parce que c'est aussi, je vais dire, il s'est beaucoup basé sur cette affaire de blessure et tout, donc je vais dire, ça a beaucoup joué sur son mental, et maintenant il doit être
être déjà suivi psychologiquement et je vais dire physiquement aussi. Donc, si il a une personne pour l'accompagner quand même positivement sur le terrain, ça va se sentir. Mais il faut d'abord savoir l'utiliser. Il ne faut pas quand même penser à son côté, oui, il est bien sur le terrain, c'est un bon attaquant et tout, mais il faut savoir l'utiliser pour ne pas que ça revienne à la même chose, cette blessure encore. Son premier match a été passable et cette fois-ci, je vais dire, ça a été meilleur. À Lorient, c'est sa 3e apparition, mais c'est sa première titularisation. Comment vous l'avez trouvé, Naby Keita, sur ce match-là? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, il est dans la continuité de ce qu'il nous a montré les 2 premières rencontres. C'est un joueur, quand il touche la balle, on se rend compte très rapidement que c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne. Ses contrôles te font comprendre que c'est un milieu de terrain, un joueur de football d'abord exceptionnel. Et c'est ce qu'il nous a prouvé dans cette rencontre pendant les quelques minutes qu'il a eu à disputer. Alors, c'est le Naby Prime. Non, ce n'est pas le Naby Prime qu'on a vu. Est-ce qu'on peut retrouver le Naby Prime, justement, est-ce qu'on peut le retrouver? Je doute fort, en tout cas pas celui de Lepsus par exemple, ça ne sera pas évident, mais le talent restera inné et il continuera à nous émerveiller des passes et de quelques belles frappes. Maintenant, il est dans la continuité parce que vous savez, quand vous restez trop longtemps sans jouer, vous devez reprendre du rythme. Donc il est dans la continuité de la reprise de ce rythme-là et de ce rythme, autant pour moi, afin de pouvoir enchaîner les matchs et d'être encore plus performant parce que physiquement, il n'est pas d'abord au top, il est très loin de ce qu'il peut donner en ce moment. Mais la bonne passe, le bon contrôle, le bon placement, le sens du jeu, la bonne lecture du jeu, il est toujours au top et là, il arrive à aider l'équipe dans ce sens. Mais les prochaines rencontres lui permettra autant pour moi de pouvoir comment dire ça, reprendre le rythme et puis être beaucoup plus utile à son équipe. On va parler de Sili rapidement, c'est la question qui à vous quatre. On va commencer par vous, Jean. Est-ce que il était important de se dire, attends, on va attendre d'abord la sélection, parce que je le disais tantôt qu'on a besoin des meilleurs en Guinée pour espérer une qualification en Coupe du Monde. Vous savez, l'âge vient avec la maturité. Si c'était le Naby des vingtaines d'années, il aurait dit rapidement, oui, je viens. Mais là, il comprend que son corps ne pourrait pas répondre à cela très rapidement. Il y a le voyage, il y a la fatigue, il y a ainsi de suite. Il s'est dit qu'il va attendre. Ah, pourtant, vous demandiez un magicien. On demande un magicien qui a du rythme. Et lui, il sait qu'en ce moment, qu'il n'en a pas. Et c'est pourquoi déjà, j'imagine qu'il, selon les rumeurs, qu'il n'a pas donné suite à la demande du coach. Pour le moment, ce n'est pas dit qu'il ne reviendra pas. Mais pour ce rassemblement-là, il préfère attendre le prochain afin de pouvoir être beaucoup plus utile, parce que l'important n'est pas d'être là, mais c'est d'être utile en étant là. Est-ce que c'est la meilleure des décisions pour Naby Keita, Amadou? Oui, c'est une prise de conscience parfaite. Il a été quand même honnête cette fois-ci, je le réitère encore, parce que là, c'est pas facile. Il faut qu'il se concentre d'abord avec le club, il faut qu'il confirme un club, parce que c'est sa dernière chance, c'est la dernière chance de Naby Keita au niveau de son club. En équipe nationale, il n'y a pas de souci, il a mis tout le monde d'accord. Dès que Naby fait son retour, il a quand même ce mot à dire, il a le temps de s'exprimer en équipe nationale. Actuellement, le véritable défi de Naby Keita, c'est d'avoir un club où il va être stable et opérationnel. Après, l'équipe nationale, ce n'est pas un souci. Je sais que lorsque la Guinée va se qualifier en Coupe du Monde, il n'en est pas question, Naby Keita va venir. Il faut se qualifier aussi, Naby. Oui, bien sûr. Pour la Coupe du Monde, il faut les meilleurs pour espérer une qualification. Même dans la qualification, il peut venir, il est présent ou pas. Je sais qu'ici, on se qualifie, on aura besoin de Naby. Je sais que moi, je suis quand même optimiste cette fois-ci, on va se qualifier parce qu'on a raté la CAN. Il y a une conscience quand même au niveau des joueurs, c'est déjà touché quand on parle de la CAN, ils ne sont pas présents. On a des joueurs aujourd'hui qui ont des fortes ambitions. Alors, ça, c'était juste entre guillemets. C'est pour vous dire que Naby Keita, on aura besoin de lui. On a vu Naby Keita pendant les Jeux Olympiques, moi, il m'a impressionné. Et avec ses prises de balles, le volume de jeu qui donnait, l'engagement, la détermination, les duels, il était quand même dans un très bon registre, ce garçon. Il nous a rendu une copie très propre. Alors, cette fois-ci, s'il juge nécessaire de se concentrer au niveau de son club, je trouve beaucoup professionnel. Il a tout à fait raison, Amadou. Lors des Jeux, il a été énorme, Naby Keita. Oui. C'est pas à Leipzig, le prime, comme l'a dit Jean, mais en tout cas, il a été énorme. Est-ce qu'on peut retrouver au moins ce Naby-là, des JO, dans cette équipe du Sili? Est-ce qu'il devait revenir ou pas pour ses qualifications? Oui, bien sûr, on peut le retrouver. Vous savez, ce qu'on a besoin de Naby, c'est son expérience.
au sein de l'équipe nationale. Sinon, aujourd'hui, il y a du talent. Il suffit seulement de les mettre en exergue, de les confier la responsabilité. Je vais parler de cette nouvelle génération. Nabi, en termes d'expérience, c'est le plus hypé dans la sélection guinéenne. Maintenant, s'il vient associer cette expérience-là à la nouvelle génération, comme à un moment Sadio Mané l'a fait, comme à un certain moment d'autres joueurs, grands joueurs africains l'ont fait. Mais Nabi, quand il vient, il joue. Oui, on est d'accord, quand il vient, il joue. Il essaie d'extérioriser son expérience, tout ce qu'il a appris dans le football européen. Et aujourd'hui, on a besoin de ça, de lui également. Est-ce qu'on peut se permettre de le mettre sur le banc quand il vient comme ça? Non, pas sur le banc, c'est de l'éloigner petit à petit, pas complètement, c'est-à-dire essayer d'initier d'autres joueurs qui peuvent vraiment prendre son allure. On essaie de l'aménager, voilà, faire une garoche. Une première mi-temps, on fait sortir, on fait rentrer un autre jeune qui peut vraiment faire les mêmes pas que Nabi. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on l'éloigne complètement. Mais ses expériences, autant pour moi, on a besoin maintenant. C'est vrai, il n'est pas impératif que cette convocation pour la qualification de la Coupe du Monde qui vienne maintenant. Mais ici, il se remet en question d'attendre peut-être le troisième tour. Est-ce que la Guinée a le remplaçant de Naby Keïta? La question là aussi se pose. On peut l'avoir, hein, on peut l'avoir. Vous savez, on dit en bon sous-sous qu'on ne peut vraiment pas voir un roi derrière une montagne. Mais depuis qu'il est parti, on ne voit pas ça. Mais on gagne des matchs à travers le milieu. On a perdu la qualification de la CAN. Oui, ça c'est aussi une situation que lui-même, il a sa partition avec l'entraîneur qui était là et pas mal de joueurs qui Naby n'était pas là et on ne peut pas voir sa partition dans cette mauvaise... Non, moi je pense que... Non, c'est pas Naby. Il avait bel et bien... Mettez pas ça sur le dos de... Je ne mets pas tout ça sur sa tête. Vous savez, il y a toute une équipe qui était là, le staff, l'entraîneur et l'équipe qui était là. Vous savez, Naby a joué en Coupe d'Afrique pendant qu'il était malade. Il a imposé à l'entraîneur afin qu'il joue. On ne la voit pas si... Non, je ne suis pas là en train de mettre les bâtons dans ses roues. Mais si vous parlez de cette qualification, il en est aussi l'un des comptables parce qu'il savait qu'il n'était vraiment pas en forme, mais il imposait afin qu'il joue. Il n'a joué aucun match. Oui. Il n'a joué aucun match. Aucun match? Non, aucun match. Non, la qualification passée. On ne parle pas de la Coupe d'Afrique des Nations. On parle de la qualification passée. Il n'a joué aucun match des qualifications. Donc on ne peut pas mettre ça sur son dos. Non. Tout de même passé. Je réitère encore une fois, je ne mets pas tout ça sur la tête de Naby. Mais au fait, tout ce qui était là dans cette équipe du Syrie national et le staff qui accompagnait, Naby avait sa voix qui passait vraiment au chapitre. C'est vrai, il ne jouait pas. On a vu d'autres joueurs aussi qui ne jouaient pas. Il n'était pas là, il n'était pas aussi sur le banc, il n'était pas dans le staff. Donc je pense qu'on ne peut pas l'imputer ça. On va aller avec vous. On ne peut pas l'imputer bien sûr, mais voilà. Rapidement. Est-ce qu'il a son remplaçant dans cette équipe? Au début, on avait pensé que moins de jeunes talentueux, Morla et Agibou, pouvaient au moins prendre le relais. Mais malheureusement, je veux le dire, parce que là, je ne vais même pas le cacher. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Parce qu'au début, on pensait que oui. Vous savez, en fait, la carrière footballistique ne se limite pas à la CAN. Il faut avoir en fait il y a des compétitions qui sont en vue. Donc si vous pensez que c'est juste à la CAN que vous devez donner ou bien faire des efforts, là il y a problème parce que là on se dit c'est pas la bonne personne qui est à ce poste. Voilà, revenons sur Naby Keïta. Naby Keïta, après souvent la CAN ou bien quelques compétitions, tout le monde est unanime là-dessus en disant que oui, il n'est pas bien maintenant, il est faible, il a pris de l'âge et tout. Mais quand on voit Naby Keïta, il est en train de faire des évolutions au niveau d'un nouveau club où on revient petit à petit sur la pelouse. Et là, on le fait appel. Moi, je me dis, il faut qu'on arrête un moment l'hypocrisie. S'il ne peut pas vraiment, selon vous, il n'a pas ses capacités, l'engagement ou bien la pertinence de venir jouer pour nous, mais il ne faut pas l'appeler. Moi, je me dis, c'est ça en fait. Parce que Naby, on sait qu'avec vraiment la confiance en soi, avec l'engagement, avec la volonté, il peut le faire. Il a toujours le talent, il a toujours en fait l'âge qu'il faut parce qu'actuellement, on voit toujours Cristiano Ronaldo qui est en train d'évoluer à Al Nassr. C'est différent. C'est très différent. Oui, c'est différent. Mais attends, il est toujours dans l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale portugaise. C'est plutôt un attaquant, ils ont plus de survie que ces milieux de terrain. Je suis d'accord, mais vraiment au niveau de la fédération nationale, si vous savez vraiment que Naby n'a pas sa place... Qu'est-ce que la fédération nationale vient faire dans ça? Je veux dire, attention. Il faut qu'on le dise en fait. Parce que là, si vous savez que... Parce que la sélection, c'est eux. Forcément, le manager ou je ne sais pas, l'entraîneur, c'est de là-bas, il vient. Il est obligé de se plier aux instructions de la fédération. C'est le seul responsable.
de ces appels-là, c'est le manager. C'est lui le responsable des appels. C'est lui qui gère, justement. Il y a un staff managérial à la fédération de l'équipe nationale. Ouais. Et si ce staff en fait est unanime là-dessus en disant qu'il est faible, il n'est plus en mesure de vraiment respecter les normes, mais il ne faut pas l'appeler. Moi, je me dis, en fait, il faut qu'on arrête à un moment l'hypocrisie et qu'on arrête de se foutre de... je ne veux pas dire le mot, mais... pour éloigner dans l'hypocrisie, voilà. Tu n'as pas répondu. On appelle Nabi ou pas? On l'appelle. Allez-y, rapidement. Est-ce que pour vous, Nabi peut avoir sa place dans cette équipe quand il accepte l'appel? Oui, s'il vient, il aura grandement sa chance. Déjà, s'il vient, c'est qu'il est sûr plus ou moins d'avoir sa place. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec Passy alors? Oui, on n'a pas toujours été d'accord sur le Sili de façon générale. S'il vient, c'est qu'il est sûr qu'il va... D'abord, l'entraîneur qui est là a réitéré que c'est toujours le capitaine, donc rien n'a changé. Et quand un capitaine vient, s'il est en forme, il joue. Il joue. Maintenant, comment il va jouer, on verra ça. C'est pas parce qu'il est capitaine qu'il doit jouer. Tout de même. Le capitaine, quand il est là, il joue. Maintenant, comment il va jouer, combien de minutes il va jouer, quel est le timing de la gestion, on verra. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas parce qu'il est capitaine qu'il doit jouer obligatoirement. Avant qu'il ne prenne un capitaine, quand il n'est pas en forme, c'est soit lui il s'éclipse, comme Nabi l'a fait tout de suite, ou le coach essaie de le mettre de côté. Vous savez, les capitaines, pour la plupart, ils ont une partie du vestiaire avec eux. Donc tu ne peux pas à chaque fois les mettre sur le banc et espérer gérer une équipe de façon optimale, parce qu'il y a la gestion des humeurs aussi. Et quand les leaders ne sont pas contents, certains joueurs peuvent ne pas l'être aussi. Nabi, c'est quand même l'homme fort de cette équipe du Sili Amadou. Il peut bien faire beaucoup de choses dans cette équipe si on lui donne l'opportunité de devenir très bien, de jouer dans le milieu de terrain. Donc, vous savez, à ce niveau, moi je me dis tout dépend de l'entraîneur qui va gérer l'équipe nationale. C'est extrêmement important parce que... Et c'est Michel Doussou. Oui, c'est Michel Doussou. Il faut faire la part des choses. Tu peux avoir des bons joueurs qui ont le niveau, qui ont de l'expérience, mais qui n'ont plus de capacité physique, qui n'ont plus de volume de jeu à travers l'âge. Maintenant, c'est à l'entraîneur de savoir comment faire sa sélection, comment mixer les joueurs et deuxièmement, comment les utiliser. Pour vous, il n'a plus le niveau et il n'a plus... Actuellement, on peut pas compter sur Nabi Keita pendant 90 minutes dans un match de football. Soit, si tu comptes sur Nabi Keita pendant 90 minutes, il faut lui faire entourer... il a montré lors de son dernier match avec Ferencváros, qui peut bien tenir. Je parle de l'équipe nationale. Quand tu vas titulariser Nabi Keita pendant 90 minutes, il faut lui faire entourer par des jeunes joueurs qui vont fournir assez de débauche d'énergie. C'est des consignes de l'entraîneur. Il faut savoir... Chose qui est normale. Voilà, exactement. Ce sont les consignes de l'entraîneur. C'est à lui de maîtriser les vestiaires, de maîtriser ses joueurs. Nabi Keita, il est là en tant que distributeur, en tant que meneur de jeu. Mais en matière de récupération, on sait que Nabi n'est pas à la hauteur des choses. Tu peux prendre des jeunes comme Adjibou Morla qui vont rôder autour de Nabi Keita. Il alimente les joueurs. C'est ça aussi la force de Nabi Keita. Voilà, il est plus un porteur de ballon que c'est lui qui part récupérer le ballon. Maintenant, tout dépend de lui. Mais actuellement, tu ne peux pas dire... Nabi Keita, en tant que milieu de terrain, offensivement, il t'apporte des choses. Et défensivement, il t'apporte encore des solutions. Actuellement, on n'a pas ce Nabi. On avait ce Nabi, mais pas totalement. Mais tu peux avoir Nabi qui est capable de déclencher la situation au moment où l'équipe est dans des situations compliquées. On a vu contre cette formation namibienne, c'était au stade Général Lansana Conté. Nabi n'était pas dans le match. Rwandaise, je crois. Voilà. Mais au fur et à mesure que la rencontre progressait vers la fin, avec ses touches d'expérience, il a pu créer la différence. Tout dépend de l'entraîneur, tout dépend du coaching, tout dépend du climat qui va se passer au niveau des vestiaires. Parce que regardez ces litiges qui sont là en équipe nationale. Aujourd'hui, Nabi ne peut pas évoluer avec Madi dans une équipe nationale. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Guinée. C'est à l'entraîneur de la fédération de voir qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait d'abord un climat de paix. Mamadou, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas me dire qu'il ne peut pas évoluer avec Madi Camara. Ils sont des joueurs. C'est la nation qui compte avant tout. Allez-y. Non, vous n'avez pas compris. Je ne parle pas de la logique. La logique voudrait que ce qui est normal, c'est deux joueurs jouent ensemble. Mais les réalités sont quoi actuellement? C'est en tout cas des litiges. Mais nous devons être logiques tout de même. Oui, on parle d'une nation, on parle d'une fédération guinéenne de football, d'une équipe nationale ou une fédération qui est régie par des lois. Attention, c'est compliqué tout ça. À un certain moment, il faut qu'on arrive à solver sur des pistes de solutions. Les pistes de solutions, c'est quoi? Il faut appeler les deux joueurs pour trouver des terrains d'entente où on sacrifie un. C'est ce que, par exemple, au temps de Kaba, il a sacrifié Madi, il a préféré, comment dirais-je, Nabi Keita. Amadou, c'est une révélation. Vous voulez dire c'est à cause de Nabi Keita que Madi a été sacrifié? Oui, il a été clair. Attention Amadou, parce que là c'est... Oui, exactement. L'entraîneur a été clair.
parce que les deux joueurs ne s'entendent pas et tout ça. Il a joué ceci, c'est là, tout le monde était unanime. Avec Morlaï aussi, il y avait un problème de maillot. Morlaï ne s'entendait pas avec l'effectif, il a sacrifié Morlaï. Moi, je pense que maintenant, pour apporter des pistes de solutions pour que ces joueurs-là jouent ensemble. Je parle de Naby Keita, de Ilex Mouriba, de Madi Camara. On a de très bons milieux de terrain. Mais s'ils ne s'entendent pas, ça n'a pas de sens. C'est au manager, c'est à la fédération de trouver des pistes de solutions sans que nous-mêmes, la population ne pourrait même pas s'informer de savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Ils pouvaient gérer ça. On a vu des problèmes qui s'est passé dans des équipes où les supporters ne sont pas rendus compte à travers le manager, le staff technique. Ils ont pu résoudre ça. Mais tant qu'il n'y a pas un climat de paix au niveau des vestiaires, dans une équipe ou dans un club, on a vu le cas de la Côte d'Ivoire, le temps de Yaya Touré, Drogba, avec Yaya Touré, Drogba, Zokora et Mazito, ils n'ont pas pu remporter la CAN. C'est quand Drogba est parti, après ils ont remporté la CAN. Alors, vous voulez rebondir rapidement? Bien sûr, c'est pourquoi on dit souvent, quand c'est bon, il faut apprécier, quand c'est mauvais, il faut critiquer avec la tête, non avec le cœur. Je sais pourquoi je le dis, parce qu'il faut savoir, Naby Deko, il a été quand même victime des critiques négatives en Guinée et qui a beaucoup joué sur lui. Tout récemment, on a vu... pour vous, il n'a pas été protégé? Non, sincèrement. Il n'a pas du tout été protégé parce que parfois, on sait qu'il revenait en fait des blessures. Une fois, c'était lors d'un match, je crois, c'était à la qualification, mais en tout cas de la CAN 2024 ou je ne sais pas 23. Mais là, il était vraiment fatigué. Et là, l'entraîneur lui a changé la deuxième fois quand il est venu parce que vous voyez qu'il n'y avait vraiment pas de pertinence, il n'y avait pas de prise de décision sur la pelouse. Et là, il a décidé de rentrer. Quand il est rentré en jeu, il a marqué le but. Et vraiment, il était énervé parce qu'il se dit, sans moi, ça veut dire que l'équipe nationale ne peut pas marcher. Parce que là, il sentait qu'il y avait des douleurs. Il ne pouvait plus. C'est pas une personne qui décide aujourd'hui, oui, je ne vais pas jouer, ou bien je suis devenu star, ou bien populaire. Non, c'est parce qu'il est malade, il a un souci de santé. Même s'il a voulu ou il veut travailler en fait ou fournir des efforts, là il y a problème. Et si ces gens viennent, je ne sais pas, des personnes avec des sous-groupes dans la fédération ou je ne sais pas, qui viennent lui mettre les bâtons dans les roues, là il y a problème. Et quel que soit toi ton effort, ton énergie, ton courage, je pense que tu vas tellement t'éclipser qu'après les gens vont penser que tu es vraiment absent. Ça n'a rien à voir, mais ça joue sur le mental. Ça joue sur le mental. Vous êtes d'accord avec... vous êtes avec nous? Oui, on est avec vous. Voilà, parce que c'est le ramadan. Hein. On ne sait jamais et on est où? On ne sait jamais, on ne sait jamais. En fait, je suis d'accord avec vous. Je crois que c'est à la fois un débat qui a lieu d'être, mais qui n'en vaut pas vraiment la peine. Et pourquoi? Un entraîneur doit pouvoir prendre des décisions. Alors vous n'êtes pas d'accord avec Major, comme d'habitude? Peut-être qu'on l'est. Et quand une situation se pose, vous essayez de résoudre dans le vestiaire, vous essayez de résoudre à l'amiable. Si ça ne se règle pas à l'amiable, vous prenez une décision. Certains décident de prendre un des deux joueurs, d'autres décident de les éjecter les deux, ainsi de suite. Mais à chacun sa gestion. Ce qui est sûr, il faut prendre une décision qui peut être utile pour le groupe, parce que le plus important c'est le groupe. En l'occurrence, c'est le pays. Et en ce sens, si ce litige s'avère, il faudra que le coach prenne la décision. Maintenant, à lui de prendre une décision qui soit utile pour le groupe et pour la cohésion de l'équipe. Allez-y, avant de refermer cette page. D'ailleurs, c'est un problème extra-sportif. Maintenant, moi, ici, j'appelle la responsabilité de ces deux joueurs. En tant que professionnels, qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Je veux parler de cette cogitation morale qu'ils pouvaient vraiment mettre en place afin de mettre la Guinée de l'avant. Parce que Naby, c'est un professionnel. Vous êtes l'un des bourreaux de Naby Keita, hein, parce que vous l'avez accusé de faire partie de la non-qualification du CIS. Je suis tout à fait d'accord avec vous si c'est de cet angle-là que vous voulez partir. Mais le problème qui voulait vraiment impacter l'environnement de notre CILI national, je raisonne un peu Kaba dans ce sens parce que on ne savait pas à quel point que cette situation pouvait aller. C'est quand Madi a répliqué, a fait une sortie, en tout cas sur sa page Facebook. C'est là que moi j'ai donné raison également à Kaba. Parce que là, il a agi en tant qu'entraîneur, en tant que manager. Il a été responsable de ses vestiaires. Comme ce que Jean vient de dire, il a préféré Naby en ce moment au détriment de oui, mais dans tout ça, où est le problème de Naby? C'est ce que je veux savoir. Parce on parle de Madi, il a fait ça, sa sortie médiatique. Mais ça ne rapproche pas Naby Keita. Le rapport, il n'est pas là. Je veux dire, ça ne devrait même pas impacter l'environnement de l'équipe. Les deux joueurs là pouvaient vraiment se rencontrer, discuter peut-être. Il se reste que trouver un terrain entre eux pour ne pas que l'environnement là, vraiment, que ce phénomène là fait une migration au sein de l'équipe ou d'ailleurs impacter les vestiaires. C'est ce qu'il ne fallait pas.
à ce niveau, tous les deux, moi je dis, ils sont passés à côté de la plaque, sauf à l'entraîneur qui a pu vraiment s'en sortir, tout en préférant le meilleur et le capitaine de l'époque et de maintenant, et puis gérer l'équipe. D'autres questions du Naby Keita ou pas? Du Naby Keita ou pas dans cette équipe du Sili? On a besoin de Naby. On a besoin de lui, bien sûr. De Naby. Parce que nous, on veut que la Guinée avance. Parce que moi, j'aimerais voir tout le temps Naby jouer avec Madi. Madi a un profil physique, récupérateur, box-to-box. Et quand tu as Naby devant, et il se projette avec Adjibou, on peut avoir des... Il y a aussi Touré qui fait un boulot exceptionnel. Il ne faut pas l'oublier, Touré. Maintenant, il faut avoir un banc de touche assez intéressant. On a vu à la CAN, tu peux placer Naby qui passe à côté. Tu peux placer Guirassy qui passe à côté dans un match parce que ce n'est pas des robots. Ouais. Ça peut se trouver qu'à un certain moment, le joueur il passe à côté. Maintenant, quand tu as un très bon banc de touche, tu peux tourner ton effectif. On a vu à un certain moment l'équipe sénégalaise. Même le banc était là, les Ganagui étaient sur le banc de touche. Maintenant, les prolongations sont là, il y a les phases de tir au but, ça se trouve que toi tu es fatigué. Il faut avoir un très bon banc de touche. Aujourd'hui, ce qui fatigue la Guinée, les 11 de départ, on a des joueurs qui sont capables de jouer. Maintenant, à la 65e minute, tu regardes ton banc de touche, tu n'as personne pour relancer. C'est ça le problème aussi. Mais quand tu dis, bon, le problème quand tu appelles par exemple Madi, on dit de ne pas appeler tel. Quand tu appelles Adjibou, on dit de ne pas appeler Morlaï. On peut appeler Morlaï, on peut appeler Adjibou, Ilex Moriba, Nabi Papa, 6 milieux de terrain, 7. Le meilleur, c'est lui qui crée la différence, il est titulaire. Tu ne crées pas la différence, tu es sur le banc. On tutorialise Naby Keita, il ne donne pas satisfaction, on lui met sur le banc. On tutorialise Morlaï, tu ne donnes pas satisfaction, on fait jouer Ilex. Maintenant, c'est à l'entraîneur d'être un entraîneur de caractère. C'est lui qui te donne satisfaction. À forme du moment, tu lui fais jouer. C'est lui qui ne te donne pas satisfaction, tu le mets sur le banc et puis on avance. C'est ça en manager. C'est ça en manager. Parce qu'après, quand tu penses qu'il faut 25 joueurs, c'est-à-dire tu les sélectionnes, c'est pour aussi ne pas aller se regarder ou bien faire des snaps sur le banc, mais c'est une manière aussi de venir en renfort. Et là, si tu sors en fait 11 joueurs sur, par exemple, la première mi-temps et tu n'as pas de rechange, je pense qu'il y a problème. Parce que toi-même, en fait, tu remets en fait ton travail en cause, tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Donc souvent, il faut faire attention. Être sur le banc n'est pas une faiblesse, parce qu'on a vu des joueurs qui ont fait leur entrée en seconde période, ils ont pu créer la différence, ils ont marqué des buts, ils ont donné des victoires à l'équipe. Ça a toujours été le cas de Konkole. Voilà. Il jouait toujours en deuxième période, mais quand il on l'avait oublié, c'est lui là, Konkole. Non, il a attention, certainement. Le sauveur de la Guinée, Konkole. Il brille avec la Guinée, mais de l'autre côté, on ne le voit pas. C'est ça, le paradoxe du joueur guinéen. C'est ça aussi. Voilà. On va filer en Ligue des Champions, mais avant, on va marquer coup de pause. On revient derrière pour filer d'Europe, parler des matchs de la Ligue des Champions qui nous attendent demain et après-demain. On va continuer cette émission Tour d'Europe. On va filer en Europe. Justement, l'actualité, c'est la Ligue des Champions européenne. On a vécu des matchs magiques la semaine passée ici sur la 89.5 à VFM, Atlético Madrid, Real Madrid, Barça, Benfica, Arsenal, PSV Eindhoven et plein d'autres matchs. Ça a été exceptionnel. On va aller avec vous rapidement pour planter le décor. Voilà, nouveau format et nouvelles habitudes. Cette nouvelle saison en Ligue des Champions, alors qu'il fallait attendre près d'un mois pour voir les huitièmes de finale retour suivre les huitièmes de finale aller. Et la réforme de la Ligue des Champions nous offre à partir de cette saison des matchs plus resserrés dans le temps. Il n'y a désormais plus qu'une semaine entre les huitièmes aller et les huitièmes retour en CI. Huitième aller, huitième retour. En tout cas, ce nouveau format nous offre beaucoup de matchs importants. On voit les gros s'affronter en huitième de finale, dans les poules, en quart de finale. Et c'est ce qu'on attendait dans cette Ligue des Champions. Et justement, on va commencer par ce match Arsenal-PSV Eindhoven. Arsenal-PSV Eindhoven, 7 buts à 1 pour Arsenal. On le disait, Jean, la dernière fois, que Arsenal, quoi qu'il se passe, ils vont se qualifier pour les quarts de finale. Même si c'est les Zénos que les Gunners alignent pour le match retour, même si Major n'a pas confiance en cette équipe. Non, il n'y a pas de raison que Arsenal ne se qualifie pas. Rappelons que ces 7 buts à 1, ils l'ont infligé à l'extérieur. Donc, ils jouent à domicile. Il n'y a pas de raison qu'Arsenal ne passe pas. Déjà, la peur de... Le but à l'extérieur ne compte plus. Ça ne compte plus. Voilà, justement, il faut le rappeler. Mais quand on joue à domicile... On gagne.
Arsenal ne peut pas perdre 8 buts plus de 8 buts face à PSV Eindhoven à domicile. C'est impossible en ce moment. Le foot, c'est le foot. Mais ce tsunami-là ne peut pas être possible en ce moment. Ah, pour vous, c'est impossible. Ouais, c'est quand même le football. Ouais, on a vécu des soirées magiques. Bon. Barça, PSG, Real Madrid, Manchester City. Des remontadas épiques. En tout cas, les chances de cette formation, hein, c'est franchement minime. Hein, parce qu'il faut essayer de le reconnaître. Les chances sont minimes quand on pèse sur la balance. Ils n'aiment pas Arsenal, ce monsieur. Ils n'ont que 1%. Mais cette fois-ci, Arsenal, ils ont quand même plié. Ils sont quand même en avant. Ils ont plié cette rencontre de le match aller, 7-1. Ça signifie beaucoup de choses. Hein, ce qui montre que franchement, Arsenal dépasse logiquement cette formation de PSV Eindhoven. Moi, j'étais surpris du score, même si Arsenal allait gagner. Moi, je ne m'attendais pas de voir un score fleuve comme ça, 7-1. Donc, ils ont déjà plié cette rencontre. Le match retour, il faut penser comment tourner l'effectif, penser à ce banc de touche et voir qu'est-ce qu'il faut. Maintenant, s'ils ont des buteurs là-bas, c'est le bon moment de profiter et se faire une place au niveau des classements des meilleurs buteurs, chose qui ne va pas être aisée. 7-1, match aller, ça signifie beaucoup de choses. Donc, ce sont des signes précurseurs qui montrent que le match retour, ça va être autre chose. Ils ont fait mal, ils ont fait très mal et ils ont fait peur, hein, l'équipe d'Arsenal qui peut se qualifier en quart de finale. En cas de victoire du Real Madrid, ça va être compliqué. Ouais, je crois ils sont dans cette dynamique parce que ça fait très longtemps, ils rêvent aussi de cette Ligue des Champions. Avec ce score fleuve, je crois que ça fait peur aussi des autres adversaires parce que quand on voit l'effectif, c'est bien loti et puis c'est des jeunes qui jouent bien, ils ont vraiment un bon fond de jeu. Leur animation offensive, au fait, c'est palpitante. Et puis, même s'ils souffrent en championnat. Même s'ils souffrent en championnat. Mais là-bas, c'est autre chose. À 15 points du leader. Vous comprenez un tout petit peu. Mais leur animation offensive en Ligue des Champions, c'est palpitante. Et puis, ça fait peur. Je crois la suite... On va dire parce que c'est les champions qui se retrouvent là. Ils peuvent hériter d'un monstre, hein. C'est le Real Madrid. C'est tout à fait normal. S'ils gagnent, ça va être compliqué. Ou l'Atlético Madrid. Le format là, le format de la Ligue des Champions là, il y a beaucoup de surprises dedans. On ne savait pas si le Real peut être barragiste également dans cette format. Et Lille se qualifie directement. Et Lille se qualifie. Vous comprenez un tout petit peu. Alors, qui sait si un certain Arsenal va pouvoir faire le break et puis se retrouver y aller. On peut dire que c'est la saison de Arsenal cette année. Oui, plus ou moins. Parce que, donc vous avez confiance? Bah oui, bien sûr. Parce que je me dis en fait, Arsenal, c'est pas en fait une équipe qui a l'habitude d'être monstrueux comme ça. Donc avec un tel score, on se dit bah ouais, ils sont en train de grimper petit à petit. Mais après, c'est parce qu'ils n'ont pas aussi eu vraiment une équipe, je vais dire, grande de taille. Comme par exemple le Real Madrid, Barcelone et tout. Parce que je sais qu'avec eux, c'est vraiment pas possible. Ah, même si Arteta fait un boulot exceptionnel avec cette équipe depuis qu'il est venu Gant, mais c'est tout de même une équipe qui risque de faire très très mal dans cette Ligue des Champions. Parce qu'elle est différente, cette Ligue des Champions, à la Ligue des Champions qui est passée. Oui, il y a une certaine différence, on est d'accord. Le travail d'Arteta, je crois que ça passe de commentaires. Ils sont de retour en Champions League pratiquement après plusieurs années d'absence. Donc depuis qu'il est là, il fait énormément de boulot. Malheureusement, il est à chaque fois barré par des équipes exceptionnelles. C'était Manchester City, maintenant c'est Liverpool. Toujours des équipes quasiment imbattables. Mais lui, au fond, dans l'équipe, tu vois le changement avec des jeunes, mais il y a la créativité, il y a le fond de jeu, mais malheureusement, ça ne gagne pas. Peut-être qu'en étant largués en championnat, ils auront plus de possibilités de gagner quelque chose cette année en Champions League. Il ne reste que 6 matchs pour aller au bout. Pourquoi pas? Ça ne sera pas évident, on est d'accord. Mais le format est à lui-même une surprise. Pourquoi pas une autre surprise? Pourquoi tu souris? C'est parce qu'il y a d'autres monstres. Il n'est pas sûr à 100%. Alors, on va continuer cette traversée Ligue des Champions. On va parler de 2 autres équipes, pour moi, qui pour le moment ont le même niveau dans cette Ligue des Champions. C'est Lille, Dortmund. Amadou, Dortmund a-t-il une chance d'aller se qualifier à Lille? J'attends de voir. Hein. Bon, sur la balance, 60-50, ça va être très caduc. Ça va être un match franchement serré. 60 pour Dortmund? Bon, non, force. Bon, pour Lille. Pour 60 pour Lille. Parce que Lille actuellement a une très bonne équipe. Revirement de situation pour vous. Parce que la semaine passée, vous étiez à 100% sûr que Dortmund allait se qualifier. La défaite du week-end est passée par là. Exactement. Parce que déjà, en voyant cette formation de Dortmund, ce n'est pas une équipe constante dans le jeu, même dans les matchs. Tu vas avoir Dortmund qui va te faire deux matchs
qui remporte et rassure les supporters. Ensuite, le prochain match, tu vois cette formation s'incliner d'une manière quand même nonchalante et néfaste, parce que regardez, en championnat, ils ont perdu contre Augsbourg. On a vu même l'entraîneur qui a anticipé cette défaite, soit disant que le meilleur joueur de cette formation, le meilleur buteur, c'est Serhou Guirassy, qu'il était en juin. Donc, chose qui ne va pas être aisée pour lui. Et alors, en Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Une équipe qui n'est pas rassurante défensivement. Et offensivement, ils ont un attaquant. Surtout ça, Amadou. Défensivement, exactement. ça encaisse beaucoup de buts. Défensivement, ça encaisse beaucoup de buts. Et puis, au niveau des phases offensives aussi, on ne voit pas en football collectif. Serhou Guirassy, des fois, beaucoup lésé. Voilà, il est tellement lésé. Il est tellement lésé. Il n'y a pas de mouvement devant. Il n'en est pas question. Tu as le meilleur buteur de la Ligue des Champions et que tu joues des matchs et qu'il n'arrive même pas à se créer des occasions. Tu n'arrives même pas à lui mettre dans un très bon registre. Ce n'est pas quelque chose quand même qui est aisé. Alors, cette formation ne me rassure pas. Le seul joueur qui rassure, c'est Guirassy. C'est un joueur quand même, à chaque instant, il est capable de battre une équipe. De faire très très mal. Ouais, il est capable de faire très mal. Quand tu joues contre Guirassy aussi, il ne faut pas quand même se dire que tout est fini. Hein. Parce qu'il a l'instinct de buteur, c'est un tueur, il est capable de tout mettre, il est capable de renverser la tendance, surtout à Lille. Et puis, de surcroît, c'est un joueur, il est conscient, il est engagé dans une compétition individuelle, intrinsèque, c'est d'avoir le ballon d'or africain, pourquoi pas le ballon d'or européen. Et puis, il est en train de surfer sur une pente aussi appréciable, meilleur buteur. Il a beaucoup de charge derrière lui, il y a beaucoup de pression. Ceux qui sont derrière lui n'ont que 9 buts, donc il est obligé de créer la différence. Il connaît qu'il n'a pas d'autre calcul, qu'il n'a pas d'autre solution. Si ce n'est pas de gagner cette rencontre, il va venir déterminer. Et quand Guirassy se détermine, il est capable de nous surprendre dans une rencontre. Mais globalement, c'est une équipe qui ne rassure pas compte tenu leurs statistiques, leur bilan en championnat. Et quand tu vois Lille, on a vu Lille au niveau de ces phases de groupe. Lille a été franchement une équipe très intéressante. Ouais. Et puis Lille n'est pas novice maintenant dans cette compétition. Ça fait belle lurette. On voit Lille. Ils ont même battu le Real Madrid. Ils battent le Real de Madrid. Donc c'est des signes précurseurs qui nous montrent que il y a quelque chose, franchement, qui est intéressant dans ce club. Ce club a des arguments à nous faire valoir dans cette compétition. Donc, c'est à cette formation de Liverpool de partir jouer leur dernière cartouche. Ils n'ont pas de chance si ce n'est pas de gagner cette rencontre. On compte sur Liverpool, compte sur Guirassy, mais pas tellement sur le plan collectif. Alors, vous pouvez rester avec nous. Dis-moi si vous allez rester avec nous. J'y arrive. Le Ramadan, il est un peu compliqué aujourd'hui. Juste rappel que vous pouvez suivre ce match sur la 89.5 KVFM à 20h00 GMT, prise d'antenne 19h45 avec Amadou Mazor Diallo. On va continuer avec vous, Passy. Lille Dortmund, votre pronostic rapidement. Ah oui, vous allez me surprendre. Pronostiquer, je trouve Lille parce que Lille, actuellement, c'est l'une des vitrines de cette représentation. Oui, de cette représentation française, parce que c'est un club aujourd'hui. Moi, en les voyant jouer, au fait, ils sont... Vous attaquez directement là, le PSG. Mais on est d'accord. Allez, je n'attaque pas le PSG, mais c'est le fond de jeu qui propose, en tout cas, la palette de jeu qui propose sur le terrain. C'est ce qui est attirant. Et puis, je les trouve face à des clubs, surtout avec Dortmund, je trouve que c'est facile. Certainement, ils se sont quittés jeu égal, un but partout, le match aller. Ce match retour, ça sera un match très décisif. C'est vrai, même si ils seront également en déplacement. Mais on sait que ça sera un match aussi très décisif. Mais je trouve que Lille va passer sur le score d'un but à 0. Si Guirassy s'arrête là, ça ne sera que du gâchis. On peut le dire comme ça. Parce qu'il peut battre le record détenu à Dortmund. 10 buts marqués en une seule saison, il a déjà égalé, il peut le battre. Exactement. Je le disais tantôt dans cette émission la semaine dernière que Lille est une équipe tellement imprévisible qu'il fallait faire attention. Dortmund, donc je pense que ce que j'ai dit, il y a le résultat maintenant. Ils sont sortis match nul parce que c'est ça que je disais en fait. Il ne faut pas compter sur un seul joueur dans une équipe. Ouais. Les gens pensaient que oui, c'est l'attaquant, le meilleur attaquant actuellement, le joueur favori de la compétition, je veux dire du prix Ballon d'Or et tout, même s'ils sont deux avec Mo Salah. Mais dans une équipe, quand on parle du cadre collectif, il faut quand même qu'il soit accompagné par certaines personnes. C'est-à-dire de certains joueurs, s'il y a en trio ou bien c'est en duo, au moins ça peut aller. Mais très malheureusement, en fait, on a voulu compter sur lui. Donc, ça a mal tourné. Je ne vais pas dire que ça va pas être possible, mais ça va être très compliqué. Lille, il y a 2 ans de cela, il ne pouvait pas quand même être, je vais dire, très bien ou bien organisé face à un club. Il ne pouvait pas aussi battre le Real tout de même. Voilà, comme Dortmund, mais aujourd'hui, ils ont le courage et ils ont vraiment l'organisation qu'il faut. Donc, c'est à Dortmund de bien se préparer en amont et tout, et faire une très bonne stratégie de communication sur le terrain avec les joueurs, une très bonne pertinence de jeu et tout. Je pense qu'à travers ça, ça va marcher.
Alors, parce qu'il y a un autre club qui chute en Ligue des Champions, c'est Leverkusen, et qui a été laminé par le Bayern Munich, 3-0, je crois. Je pense que tout le monde n'attendait pas ce score lourd entre le Bayern Munich et le Bayern Leverkusen. Est-ce que le Leverkusen peut revenir? En tout cas, ils vont jouer chez eux cette fois-ci, à Leverkusen. Oui, je crois. Ça a été un autre choc, mais c'est un club. Quand vous dites qu'ils ont été une révélation ou très surprenante, non, mais Bayern, vous vous rappelez les stats de l'année dernière, de la saison dernière, c'est vrai, c'est pas peut-être le même effectif, c'est vrai, c'est pas aussi le même système de jeu qu'ils sont en train de nous proposer, mais c'est un club qui va encore impressionner les gens, surtout ce match retour. Ils vont essayer de faire mal. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils sont en train de proposer, moi je trouve que c'est vraiment réduisant. Leverkusen commence à baisser en intensité, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. L'année passée, c'était Ligue Europa, où ils ont été monstrueux, jusqu'en finale. Mais cette année, on ne retrouve pas ces Leverkusen-là. Qu'est-ce qui arrive à l'équipe de Xabi Alonso? Je crois qu'ils sont en train de payer les efforts consentis toute la saison dernière. Carrément, ils ont passé une saison sans pratiquement perdre. Et ensuite, en ce début de saison, c'était un peu plus difficile. Et moi, je m'inquiète énormément pour eux, non seulement pour la Ligue des Champions. Ça sera un miracle s'ils arrivent à éliminer le Bayern, d'autant plus que leur atout numéro 1... C'est faisable. Oui, c'est faisable, mais l'atout numéro 1 s'est blessé ce week-end. Il est incertain pour le match-là, Wirtz. Et ça ne sera pas une mince affaire. Ils sont en manque total de confiance. Et en Ligue des Champions, ça paye car si on n'est pas en confiance, ce n'est pas évident de surclasser un Bayern de Munich qui, malgré, a perdu ce week-end, mais reste toujours au meilleur de son niveau. On pensait que Leverkusen n'allait jamais retomber dans ses travers, mais on voit cette saison compliquée. En Bundesliga, il ne se retrouve pas, mais aussi en Ligue des Champions, même si le Bayern Munich a un cran devant cette équipe de Leverkusen. Non, on peut se dire que c'est le Bayern Munich qui s'est retrouvé. Leverkusen, la saison dernière, c'était quand même une surprise. Il faut essayer de le reconnaître parce que ça fait belle lurette. On voit pas. C'est plutôt un Leicester pour vous, Leverkusen. Exactement, ça peut être ça. Parce que ça fait belle lurette. On ne voyait pas cette formation dans des très grandes compétitions, venir même être champion. Mais c'était extraordinaire, c'était une surprise. Alors cette fois-ci, je peux dire l'entraîneur, peut-être il a perdu ses repères, ça n'arrive pas à marcher, il est verrouillé, mais ça arrive à chaque club. Le plus difficile, aujourd'hui, ce qui est plus difficile dans la vie, d'abord, c'est la constance. C'est extrêmement important, que ce soit en football, que ce soit dans la vie courante, il faut être constant. C'est la constance qui est tellement difficile pour un entraîneur. Alors, et si le Bayern se retrouve, on sait qu'ils vont faire très mal. En tout cas, moi, je ne suis pas surpris de voir ce résultat. Mais ce qui reste clair, le match retour, le Bayern de Munich s'attend à souffrir. Ils vont forcément souffrir parce que Leverkusen, cette formation ne va pas se laisser faire. Ils vont tenter le tout pour le tout pour essayer d'obtenir cette qualification. Ça va être un match de revanche. Psychologiquement, ils savent que déjà qu'ils n'ont rien à perdre. Il n'y a pas assez de calcul à faire, il faut gagner ce match. On s'attend quand même à une très belle affiche. Il y aura de la crème dans cette rencontre. Il y aura assez d'intensité avec un volume de jeu pas possible. Maintenant, la différence, ça va être quoi? C'est la gestion des entraîneurs sur le plan psychologique et savoir gérer le match. Je sais que le Bayern de Munich, ils ne vont pas s'affoler, ils ne vont pas se lancer dans un faux rythme, ils ne vont pas exposer leur défense, ils vont garder leur sérénité. S'ils ont des contre-attaques, dès qu'ils marquent un but, ils déstabilisent l'équipe adverse. Ça va être leur objectif, ça va être l'objectif de l'entraîneur, c'est d'avoir un seul but. Dès le départ, il faut dévancer l'adversaire, en déplacement, ça va le faire du bien. Mais si Bayern de Munich gère la première mi-temps sans encaisser, la deuxième mi-temps, Leverkusen, il y aura une forte pression sur ce club. Est-ce que Leverkusen n'a rien à perdre? Ils peuvent tenter le tout pour espérer une qualification. Vous êtes d'accord avec Major là? Je vais dire, je suis d'accord avec lui parce qu'il faut savoir que certes dans toutes les compétitions il y a la particularité et tout, il y a la manière de jeu et tout, mais il faut dire que c'est que deux compétitions là il y a problème en fait. Moi je suis sûre qu'il faut que en fait Bayern prenne ses dispositions parce qu'on sait que cette fois-ci ils vont au match retour, il y aura forcément en fait une remontada. On joue chez Leverkusen. Exactement. Il y aura forcément une remontada. Les deux homos, l'autre c'est Bayern, l'autre c'est Bayern. C'est ça que je dis en fait, parce que forcément il y a... Non, la rivalité quand même c'est pas nouveau. Voilà, je veux dire, c'est pas une nouvelle rivalité en fait, c'est que ça, c'était depuis. Donc on se dit en fait, parce que tout récemment on a appris aussi que l'autorisation est donnée à Kingsley Coman de quitter d'ici l'été, donc on espère que ça va pas être maintenant, sinon ça va être chaud. Alors, on se souvient, la dernière finale de Leverkusen, ça remonte en 2002, où le Real Madrid avait gagné sur un splendide but
de Zinedine Zidane, la légende française qui a réussi à donner un trophée au Real Madrid. Est-ce qu'on peut dire que Xabi Alonso, il est déjà dans ses pensées d'aller peut-être signer avec le Real Madrid? Est-ce que c'est ce qui joue aujourd'hui sur le club Leverkusen? Non, s'il était dans ses pensées, il aurait peut-être accepté une offre cet été. Il avait des opportunités. Il avait été contacté non seulement par le Real, mais aussi par Liverpool. Mais il semble que c'est un entraîneur qui ne veut pas se presser. Il veut gravir les échelons les uns après les autres, pas aller trop vite. Écoutez, c'est une équipe qui est en train de revenir à la réalité. Ils n'ont pas un effectif XXL comme le Bayern de Munich ou d'autres équipes. S'ils ont des superstars, peut-être c'est Wirtz, peut-être c'est qui d'autre, il n'y en a pas. Mais c'était une bonne équipe, une équipe compacte qui jouait ensemble, qui défendait ensemble et qui attaquait ensemble. Maintenant au début, ils surprenaient tout le monde, mais quand on surprend une saison, la saison qui vient, les équipes vont aussi apprendre à vous contrer. Et c'est ce qui arrive à l'équipe. Mais il y a aussi la fatigue et tout ce qui s'ensuit. Je doute fort qu'ils puissent, en tout cas, rééditer la même saison que celle de l'année dernière. Mais à la fin de la saison, je vois Alonso se chercher. Mais pas peut-être le Real très rapidement. Le Real, c'est peut-être le dernier palier. On va continuer avec, bien sûr, les matchs de Ligue des Champions. Il y a un autre match que vous pouvez regarder demain, mardi, à partir de 20h00 avec nous, la 89.5. Liverpool, Paris Saint-Germain, prise d'antenne avec Amadou Major Diallo, 19h45. C'est le match de la Ligue des Champions. Le premier match de la Ligue des Champions. Parce qu'il y a un autre match fou, quand même, Amadou. Ouais, c'est un match fou, hein. Ça va être une rencontre qui aura assez d'intensité, il y aura de la fougue. Et cette formation parisienne ira défier à Anfield. Et là où j'ai beaucoup aimé cette fois-ci, il y a eu beaucoup de sorties médiatiques avec les joueurs qui ont quand même rassuré les Français et les fans de cette formation parisienne qu'ils iront gagner cette rencontre en fil, que c'est possible parce que lors du match aller, c'est juste quelques erreurs qui dépassaient largement Liverpool. Mais attention, ce qu'ils ont oublié, c'est la logique. C'est selon la configuration de cette rencontre, Liverpool a géré le match parce qu'ils ont compris que derrière, ils ont des garçons comme Dembélé, comme Barcola qui partent très vite et Vitinha qui est capable de s'infiltrer au niveau d'une défense qui est capable de casser les lignes. L'entraîneur a compris l'allure de la rencontre, il dit écoute, il ne faut pas que j'expose ma défense et tout le monde est revenu derrière avec un bloc bas. L'occasion qu'ils ont eu avec Elliott, il a créé la différence. Les grands clubs, c'est l'essentiel. Engranger les 3 points. Gérer le match en fonction de la physionomie de cette rencontre. Parce qu'on peut préparer quelque chose au niveau des vestiaires quand le match commence, qui voit des réalités, tu reloues directement le schéma tactique. C'est que les Parisiens quand même ont oublié. Paris a été une grosse déception, je peux le dire ainsi, parce que les gens vont se dire Paris a joué, Paris a dominé. Le football actuel, c'est l'essentiel. Défendre très bien et marquer. Tout le reste, ça n'a pas de sens. Les grands clubs, les grands joueurs ont fait l'essentiel. Donc si le Paris Saint-Germain n'a pas un attaquant de pointe comme Serhou Guirassy qui est capable de marquer un tueur, ça va être compliqué. Il compte que sur Dembélé. Dembélé, c'est de la loterie. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Il y a trop de précipitation. Des fois, il vient à un certain moment, il a des occasions nettes. Paf, il passe à côté. On ne peut pas compter sur ces joueurs qui n'ont pas l'utilité. Barcola, ça joue très bien, mais il fait le forcing, ça passe. Ils n'ont pas un véritable leader, c'est ce qui manque à cette formation. Le football moderne, il ne s'agit pas de priver le ballon à l'équipe adverse, de conserver le ballon. Ben oui, effectivement, parce que moi, c'est un club que j'apprécie. Le Paris, j'étais quand même dessus parce que pour moi, Paris avait passé. Je comptais sur cette formation parisienne. Mais attention à Liverpool, Paris à Anfield, ils vont faire très mal. Ils risquent même de se qualifier. Mais moi, maintenant, Paris-Arsenal, c'est comme le Sili, j'attends de voir. Ah, John, c'est le match à ne pas rater. Hein. Paris Saint-Germain, Liverpool. Mais Liverpool a déjà un pas pour la qualif. Oui, c'est le choc, c'est l'un des chocs plutôt. Écoutez, je crois que Paris a subi ce qu'on peut appeler l'injustice du football à l'aller. Ils ont tenu le match de bout en bout. Il a fallu d'une seule action pour que Liverpool renverse la tendance. Si ce n'était pas Anfield, j'aurais mis une pièce sur Paris. Mais c'est Anfield et c'est une forteresse pratiquement imprenable. Une qualification de Paris serait
synonyme de quelque chose de très grand pour le club cette année. Manque d'efficacité, manque d'un attaquant de pointe, manque d'un buteur, un serial buteur, surtout pour Paris Saint-Germain. Surtout manque de réalisme. Il y a eu des aspects du jeu où un attaquant aurait fait la différence, notamment quand il y avait des centres, on voyait qu'il n'y avait pas un attaquant de pointe, mais il y a eu des occasions que d'autres joueurs auraient pu mettre. Dembélé, Dembélé, Barcola. Chacun a eu son lot d'occasions. Donc, mais ils ont manqué de clairvoyance surtout, parce que... Et parfois même de chance, parce que quand vous touchez le poteau une ou deux fois, c'est un peu de la chance aussi. Ils ont manqué de tout cela, et s'ils retrouvaient tout cela en field, demain, ça pourrait changer la donne. Mais je suis sceptique. Alors, vous êtes d'accord avec... Est-ce que le Paris Saint-Germain peut le faire? Non, moi je ne suis pas d'accord avec lui parce que je me dis en fait, le Paris Saint-Germain, déjà une équipe qui écrase Rennes avec 4-1, devrait quand même rester invaincu. Mais ce que Major il a souligné, dire que c'est parce qu'il y a un manque de buteur, il y a un manque de leader, non. S'il y avait un manque de leader ou un manque de buteur, je pense que ce qu'ils avaient fait avec le score, c'est que je vais dire le score qu'ils avaient fait, c'était pas normal s'il n'y avait pas comme un buteur. Donc je vais dire c'est juste un manque d'organisation. Et il faut dire aussi ils ont sous-estimé quand même les Reds. À un moment donné, ils ont sous-estimé parce qu'ils pensaient qu'ils avaient pris le dessus. Ils pensent que oui, on a vraiment dominé les Reds. Donc c'est possible qu'on marque un but. Donc très malheureusement, les Reds, ils ont quand même l'expérience. On peut dire quand même ils ont tellement battu des champions de titre d'Allemagne, d'Espagne, de France. Et t'imagines, tu veux jouer en fait juste à l'intelligent avec Liverpool, je pense que ça va pas passer. Donc je pense que c'est l'erreur qu'ils ont commis et après il faut qu'ils essaient de la régler. Régler, Anfield, comme l'a dit, c'est quand même compliqué d'aller dans cette forteresse-là et gagner un match contre Liverpool. C'est pas beaucoup qui ont réussi à le faire. Paris, c'est une déception. Parce que vous vous rappelez de cette rencontre, Paris a joué, mais Liverpool a gagné. Ils ont pris le match en assaut du début jusqu'à la dernière minute. Il a fallu, comme Jean l'a rappelé, la dernière occasion peut-être pour Liverpool. Ils ont fait le break. Peut-être, moi, je dirais, est-ce que c'est pas Mo Salah même qui retarde un peu l'animation offensive? On n'a pas beaucoup vu en Mo Salah. Ouais, il a été collectif, bien sûr, mais dans le match, on ne l'a pas trop vu. Il n'était vraiment pas du jour. Mais voilà, on a vu dès sa sortie, voilà, c'est le but qui dit bonjour également aux Reds. Maintenant, Paris va se déplacer, venir en Angleterre, à Anfield, je crois bien, avec... vous verrez toute une région qui accompagne cette équipe. Ça va être difficile. Je trouve ce pari-là très décevant. Je trouve ce pari-là qui vraiment n'ont pas l'ADN de cette Ligue des Champions, qui, malgré cette très belle génération encore, ils vont passer sur le dos de la cuillère. Amadou, on sent aussi que Liverpool est prénable. Ils peuvent bien perdre ce match à Anfield si le Paris Saint-Germain est quand même connaissable devant. On peut le dire comme ça. Oui. Pas méconnaissable comme la dernière fois. Tout dépend de la gestion de l'entraîneur. Il ne faut pas que l'entraîneur arrive à être piégé. Alors certes, il joue à Anfield. Anfield, c'est la chaleur, c'est le feu. On a envie de leur montrer ici, c'est Anfield. Ça fait peur, Amadou. À force encore. Anfield, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Mais l'entraîneur risque d'être piégé. Dès qu'il a ça dans la tête, il va se dire, ok, je vais montrer à cette formation, je joue à domicile. Dès qu'il se projette devant, si Paris Saint-Germain marque un but, la donne commence à changer. Il y aura une pression maintenant sur cette formation de Liverpool. Si c'était moi l'entraîneur, la manière dont il a joué le match aller, pas se précipiter, il gère le match en professionnel, pas s'affoler. Ok, Paris encore a dominé pour le match retour, mais Paris a perdu. S'il a ça, il est tranquille. Mais se dire qu'on joue en fil, ici c'est en fil, on va les montrer. C'est du vrai football. Attention, le Paris Saint-Germain actuellement regorge des joueurs individuellement qui ont des très bons profils. Aujourd'hui, le Paris a des arguments solides à nous faire valoir individuellement. Il y a de la potentialité dans cette équipe, surtout le numéro 7 dont le nom est très difficile à prononcer. Vachvelia. Vachvelia, il a été énorme. Il est très bon. Il a été exceptionnel, Vachvelia. On n'en parle même pas individuellement. Ils ont des arguments à faire valoir. Mais Vitinha, il est énorme dans le milieu. En fil, attention à Liverpool. Si Paris marque un but, c'est autre chose. Ça va devenir une autre finale. Gérer le match, casser le rythme de l'équipe adverse, diminuer de l'intensité, leur priver le ballon, jouer sur le temps et sur l'espace, ça va leur faire du bien. Mais mettre assez d'intensité dans le jeu, c'est ce que Dembélé aime. Si Dembélé il a assez d'espace, il va courir très vite et créer la différence. Et Barcola, on n'en parle même pas, il y a des potentialités. La seule différence entre Paris et Liverpool, c'est la lucidité. Liverpool, ils ont des joueurs comme Mo Salah, ils ont des occasions, ça ne rate pas.
Mais Dembélé peut te rapter 5 et marquer un but. Alors, s'il y a une prise de conscience, ils feront très mal. Paris a tiré les leçons, c'est de quoi? C'est de marquer. Ils ne vont pas reculer en fil, ils vont jouer sans souci, sans complexe. Et c'est ce qui n'est pas bon. Et puis, la différence, il n'y a pas 2 buts de différence, c'est un but. Rien n'est perdu d'abord. Alors, ça dépend de l'état d'esprit. Alors, Guillaume, Mazor parle d'un but, mais il faut mettre ce but-là. Il faut le mettre. Ça va être compliqué. Il n'est pas encaissé. Il n'est pas encaissé. C'est un match équilibré. Écoutez, moi, si le match retour était au Parc de Prince, j'aurais misé sans hésiter sur Paris parce que vu la copie rendue à l'aller, ils ont des atouts. Ils ont des atouts pour faire quelque chose. Mais et de l'autre côté, ça peut ne pas être la même copie. Hein. Oui, ça peut tout à fait changer. Liverpool va se remettre en question. Liverpool, ils savent qu'ils ont gagné, certes, mais ils n'ont pas bien joué. Ils vont se remettre en question. Et ils seront très dangereux à domicile. Ils ont bien joué. Non, ils ont bien joué. Défendre aussi, c'est jouer. C'est une gestion de match. Ce n'est pas le jeu de Liverpool. Non, Liverpool n'était pas dans un faux rythme, c'est ça. C'était pas le jeu. Ils n'ont pas bien joué, ils ont perdu. Liverpool, ils ont été asphyxiés. Paris les a tenus du début à la fin. Mais ils ont résisté, c'est un jeu. Non, ils ont résisté, mais bon. C'est un très bon jeu. Il y avait beaucoup de chance aussi. Il y a beaucoup de poteaux. Il y a beaucoup de poteaux. Le football, c'est pas de la loterie. Alisson ne va pas refaire les mêmes matchs à chaque fois. Mais c'est possible. Ils vont se remettre en question et ils vont. Moi, je les vois avoir le ballon plus qu'à l'aller. Et quand Paris n'a pas le ballon, ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables. Je n'étais pas d'accord. On va aller avec toi rapidement avant de les former. Je me dis en fait, c'est ça qu'un entraîneur a dit. Je préfère jouer mal mais gagner. L'essentiel, c'est la victoire. C'est ça. Donc c'est ça, c'est sur ces cartes que Liverpool a joué. Donc ils se sont dit, même si on joue mal, mais il faut quand même remporter ce match. Donc je pense que c'est ça qui est bon. C'est ça, je disais tout à l'heure par rapport à Anfield. En fait, je sais que c'est grand et tout, il y aura forcément la pression de tout le monde, parce que tu dis, tu joues pas à domicile et tout, mais l'essentiel c'est l'organisation en fait. Si vous avez, parce qu'on sait que Liverpool, ils sont tellement bien en ça, ils ont un mental d'acier et tout, ils se plissent très rarement, il faut le préciser, parce qu'après PSG quand même c'est leur fort, je vais dire dans ça. Sur le plan collectif, quand il y a un but seulement, c'est une équipe qui a tendance en fait à dire oui, c'est fini, mais il faut continuer le jeu. C'est là je te rejoins pour Ousmane Dembélé, parce que souvent c'est quelqu'un qui varie en fait en même temps. Parfois demain il est bon, après demain il n'est pas bon, il faut se stabiliser et tout. Mais s'il y a une très bonne communication sur le terrain et un très bon classement de l'entraîneur, je pense que ça va marcher. Allez-y rapidement. Je vous promets actuellement, c'est rare de voir une équipe qui va dominer Paris. Leur battre, oui, mais leur priver le ballon, ça va être très difficile. Alors il y a un autre match compliqué, un hold-up qui s'est produit au Portugal, à Benfica, où le Barça a eu un carton rouge très rapidement, dominé, mais a su marquer ce but. C'est Rafinha, l'incontournable Rafinha, qui devait normalement quitter le Barça cette saison, qui a accepté de rester une année supplémentaire et il explose. Il marque des buts, mais aussi il est énorme patient dans les matchs. Le match retour, ça sera en Espagne. Est-ce que Benfica peut revenir? Ça serait très difficile parce que là, c'est un but, c'est aussi possible. À une infériorité numérique, Benfica avait eu du pain sur la planche. Ils n'ont pas pu vraiment ressortir le jeu, le gros jeu face à une équipe qui était réduite. Et je crois que s'ils seront dans ce terrain du Barça où ils verront l'effectif au grand complet avec tous les acteurs ici présents, je ne pense pas si on pourra retrouver ce Benfica. C'est vrai, ils voulaient vraiment poser des problèmes, des sérieux problèmes au Barça, mais ça n'a pas été facile. Parce que le Barça, moi je trouve une équipe de 2015, de 2013, de 2014 jusqu'en 2015. Une équipe prenable, même s'ils sont en infériorité numérique. Vous avez 2014, tu comprends? 2014, non, je ne veux pas 2012, 13 comme ça. Je ne rentre pas dans vos années de gloire. Attention. Parce que tu voulais m'attaquer là directement. 2015 fait partie. 2015 fait partie. Attention. Je retire 2014 si vous voulez. Vous comprenez tout de suite. Donc, en Espagne, est-ce que Benfica pourra vraiment retrouver les automatismes si les 11 entrants sont là? Je crois que le carton rouge, c'est vrai, ça a impacté au match aller. Il fallait profiter, punir le Barça et donner du boulot à faire au match retour. Mais sauf que eux-mêmes, ils étaient sur une peau de banane et finalement, ils sont glissés. Le Barça a gagné même en étant réduit en infériorité numérique. Alors, Mazor, vous avez commenté ce match. Est-ce que, en voyant cette équipe, est-ce que vous avez l'impression qu'elle peut revenir en Espagne contre le Barça?
Ouais, c'est possible. Elle est capable de marquer. Elle nous a montré des signes précurseurs lors de ce match aller, qu'elle a la volonté, qu'elle a des potentialités de marquer ce but. À un certain moment, vers la fin, pas si c'est Mendes ou qui, je me rappelle, il a quand même frappé un ballon. Heureusement, c'est le gardien qui a fait sortir le grand jeu. Vous savez, ce sont des résultats pièges. Le grand Chesney en de retour. Exactement. Ce sont des résultats pièges. Moi, j'ai peur pour deux clubs. J'ai peur pour le Barça et j'ai peur pour Liverpool. Quand tu gagnes 2-0, 3-0, tu es à l'abri. Mais tu gagnes 1-0, sache que cette rencontre, elle est ouverte. Ah, surtout que le but à l'extérieur, je le rappelle encore une fois, ne compte plus. Ne compte plus. Ouais. Voilà, tu gagnes que 1-0. Il y a 90 minutes à gratter. Qu'est-ce qui te rassure que Benfica ne peut pas marquer un but? Qu'est-ce qui te rassure que le Paris ne peut pas marquer un but? Ça va être très compliqué. C'est des matchs qui sont très difficiles à gérer pour les entraîneurs. Je sais que l'entraîneur des Blaugrana, les gens crient à la Ola, mais aujourd'hui, il est inquiet. Comment gérer ce match? On a vu une équipe de Benfica assez intéressante dans le jeu. Elle n'a pas été ridicule dans le match. Et c'est qui nous montre que pour le match retour, elle est capable d'égaliser. Quand elle légalise, la physionomie de la rencontre, ça bascule. C'est une finale. On ne parle plus de domicile. Les cartes sont lancées, c'est fini, c'est un match ouvert. C'est lui qui joue bien, il gagne. Alors, ce carton rouge montre quand même que cette équipe a commencé très bien le match. Benfica. Elle a très bien commencé le match. Mais actuellement, l'homme en forme dans cette formation, on parle de Yamal, c'est bon et tout ça. Mais Rafinha, c'est un prétendant sérieux du Ballon d'Or européen. Là, je ne vous le cache pas, il a 9 buts au compteur, il se rapproche de Guirassy. Guirassy se trouve dans une position non confortable avec Liverpool et avec Dortmund, une équipe qui ne rassure pas même de dépasser Lille. Je pense que lui, il est très bien parti, c'est défriché. L'adversaire, c'est Mo Salah. Mo Salah, d'abord, l'autre match contre Paris, il n'a pas pu briller, donc c'est un tout petit peu compliqué. Quand tu as des joueurs comme Rafinha, dans une équipe, c'est très compliqué de les oublier devant. C'est ce qui les a trompés. Et surtout qui est décisif. Voilà, qui est décisif. C'est ça le véritable problème. Mais Benfica est capable de partir en Espagne, faire le grand match. Ce qui va leur sauver, c'est de ne pas encaisser. Quand ils encaissent, moralement, ils sont foutus. Le Barça est capable de le ridiculiser et le crucifier 4 à 5 buts. Alors Matou, on peut dire que le Barça s'est qualifié, voilà, c'est fini. Le plus dur a été fait. Non, c'est pas fini parce que certes c'est une première quand même à la Ligue des Champions de voir une équipe comme Barça, je vais dire jouer avec un joueur avec je vais dire un carton rouge à la 69e minute, voilà, et puis remporter le match, c'est une première, je vais le dire, en Ligue des Champions. On sait que le Barça est en reconstruction, qu'ils sont en train de revenir petit à petit, mais ce niveau-là, on pensait que le Barça ne l'a pas atteint. Effectivement. Un joueur moins et aller gagner ce match en Ligue des Champions contre Benfica, c'est quand même, il faut aller le faire. Il faut aller chercher cette victoire. Oui, donc c'est pourquoi je dis en fait il y a quand même du boulot à faire. Même si après on sait qu'ils ont quand même ces capacités et tout, et le talent est là, l'expérience et tout. Mais il faut de l'effort, il faut travailler encore, il faut beaucoup d'organisation encore. Parce qu'il ne faut pas quand même sous-estimer cette équipe Benfica du tout, parce que c'est des gens en fait qui viennent en renfort, qui viennent en force en fait, parce qu'ils se disent oui on a encaissé une fois, mais pas une deuxième fois. Alors Jean, on parle beaucoup du but de Rafinha, mais on oublie de parler de la force de caractère de ce groupe du Barça qui a été énorme, que ce soit l'aide de la défense, le milieu de terrain et bien sûr les attaquants, sans oublier Chesney qui a été aussi monstrueux, qui revient de sa retraite, normalement qui était parti en retraite, qui revient de sa retraite et qui rentre dans ce groupe, mais qui a été énorme lors de ce match. Oui, vous savez, on fait toujours la prime aux attaquants parce que c'est eux qui marquent, eux qui ont la visibilité. Cette victoire est le résultat d'un travail collectif très bien mûri, parce que quand vous avez un joueur de moins, il faut que chaque joueur double ses efforts, et c'est ce qui est arrivé du milieu de terrain au défenseur en passant par le gardien. Chacun a donné sa partition et il faut mettre un accent particulier sur Chesney dont on a parlé. Il a fait, je crois, 8 arrêts durant la rencontre, ce qui est exceptionnel pour un gardien, notamment du Barça, qui n'a pas l'habitude de trop concéder d'occasion. Et il a été monstrueux devant les attaquants. Il en a détourné même parfois des buts, parce que quand vous êtes en face à un attaquant, vous arrivez à sortir le ballon, c'est que vous avez sorti un but. Et de façon globale, c'est une victoire d'équipe. Et le Barça et les joueurs surtout sont en deuil.
il faut le dire. Ils ont perdu un des médecins de l'équipe. Et ça peut impacter pour nous. Oui, ça peut impacter, surtout qu'il avait un lien fraternel avec les joueurs qui sont blessés ou qui revenaient des blessures. Je veux parler de Gavi, de Arojo. Ah, vous ne préparez pas des excuses. Non, ce ne sont pas des excuses. Ça peut être un facteur qui va diluer les efforts collectifs, mais ça peut être aussi un facteur motivant. Ils peuvent se dire, comme l'a dit le coach, et ils vont jouer bien et gagner. Et donner la victoire pour rendre hommage à ce docteur qui est parti. Mais quoi qu'il en soit, ça aura un facteur. Un facteur positif ou négatif, on verra. Un match, un autre, le choc des titans de cette Ligue des Champions, c'est bien sûr l'Atlético Madrid et bien sûr le Real Madrid qui a gagné sur le score 2-1. Mais on peut dire, Matou, que tout n'est pas fini dans ce match-là parce que ça peut bien faire mal au Real Madrid, l'Atlético. Bah, bien sûr. ces deux équipes en fait qui se connaissent. Donc, qu'est-ce qui te fait rire? Tu voudrais que le Real sorte, c'est ça? Bah non, parce que là si je fais ça c'est comme une manière en fait de faire un peu du favoritisme. Bon bref, mais je me dis en fait Real c'est une équipe en fait qui se quand je dis qui se plie pas, mais qui se base pas seulement sur une victoire. Voilà, ils aiment partir en force et puis continuer parce qu'ils ont un seul objectif qui est le trophée. Donc avec Atlético Madrid c'était prévisible. Hein. Ouais, sans langue de bois, c'était prévisible parce qu'après toute vraiment la formation avec Real Madrid et puis les joueurs et tout, et surtout ce trio, voilà, c'était prévisible. Alors, le Vicente Calderón, Amadou, c'est comme le chaudron de Borussia Dortmund ou Anfield. Ce n'est plus le Vicente Calderón, c'est Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano, le Vicente Calderón, c'est la même chose. Allez-y. C'est toujours chaud, hein, mais ça va être quand même un match très difficile pour le Real. Mais aussi, cette formation d'Atlético Madrid ne me rassure pas devant le Real parce que ça dépend des entraîneurs. Diego Simeone, il faut qu'il arrive un peu à revoir sa manière de jeu. Le football d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de défendre pendant 90 minutes et attendre partir dans les comptes. Tu peux le faire. Mais Machali n'a pas défendu, Amadou. Ouais, mais à un certain moment, tu les vois, ils reculent complètement. Le Real les a fait reculer complètement, surtout au niveau des couloirs. Dès que tu leur domines un peu, il a peur. Il dit à ses joueurs de retourner. Là, il ne part pas chercher très haut ce ballon. À un certain moment, il faut répondre. Quand on t'attaque, tu récupères, tu réponds. Mais quand on t'attaque une fois, deux fois, tout le monde se retourne derrière et puis on attend, on joue à des quarts d'heure, ça ne peut pas marcher. Le Real, c'est des grands clubs qui savent franchement gérer les grands matchs. Moi, en matière de gestion, je vois beaucoup Ancelotti s'en sortir devant Diego Simeone. Il a maîtrisé à maintes reprises, il est capable encore de faire les mêmes exploits, surtout sur le plan tactique et individuel au niveau des flancs. Ça bouge très vite. Les couloirs de cette formation du Real, ça bouge très vite. Mbappé qui part très vite, Vinicius, ils ont des joueurs qui se projettent rapidement. Est-ce que Atlético Madrid va résister début jusqu'à la fin, continuer à défendre, jouer dans les comptes? Aujourd'hui, le Real a relooké complètement son système de jeu. C'est un football à l'anglais qu'ils sont en train de pratiquer. C'est le football anglais, c'est les relances, c'est les contre-attaques. Il y a trop d'intensité, ils ne se calment pas. Le Real ne se calme pas dans un match. À chaque instant, il se réveille. Il ne te donne pas le temps de se reposer. Donc, il n'y a pas de round d'observation. Quand tu joues avec le Real, il faut être engagé du début jusqu'à la fin. Jouer dans les comptes, pas se reposer. Aussi, il faut beaucoup courir avec le Real. Quand tu as des joueurs comme Vinicius et Mbappé derrière, il te faut beaucoup courir et le rattraper et te relancer devant. Ça va être très compliqué. Moi, cette formation de Tico Madrid, je ne les vois pas passer. C'est un défi. C'est à eux de me convaincre, même si voilà, je ne suis pas leur entraîneur, le président du club. Mais c'est un club qui ne me rassure pas devant le Real. Il faut aller chercher cette victoire, cette qualification pour l'Atlético Madrid. Il faut vaincre le signe indien et surtout l'Atlético de 2014 en 2025 jusqu'à maintenant n'ont pas pu éliminer le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est quand même compliqué pour l'Atlético. Ils n'ont pas pu, disons, on va remonter dans le temps. En Champions League, carrément, ils n'ont pas battu le Real. Ils l'ont battu une seule fois, c'était en 1959, mais au match retour, le Real les a battus. Mais c'était une seule fois. En Champions League, le Real les bat toujours. C'est carrément la bête noire de l'Atlético en Ligue des Champions. C'est quelque part surprenant parce qu'en championnat, il arrive que l'Atlético les surprenne. Mais en Champions League, c'est très difficile pour eux. Et surtout avec le retour de Bellingham du côté du Real, ça sera un autre joueur à suivre en plus des trois autres qui ont été performants. Et à l'aller, ni Mbappé ni Vinicius n'ont été à la hauteur et ils ne peuvent pas enchaîner deux mauvais matchs. Donc l'Atlético devra être
devra être à la fois fort défensivement, mais fort aussi à l'attaque. Il faudra marquer et bien défendre. Ça sera très difficile, mais bon, toute chose a un début. Peut-être que c'est le début qui va venir après-demain. Parce qu'on se souvient de ce mot, de la phrase de Diego Simeone, jouer des finales en Ligue des Champions, oui, nous sommes d'accord, mais pas contre le Real Madrid. Ouais, c'est la logique. C'est la logique sportive qu'il est en train de dire parce qu'il sait pertinemment que face au Real, il a peu de chance. C'est vrai, ils sont tous, ils partagent le même championnat, ils se connaissent, mais il y a forcément une très grande différence en jouant cette compétition de grandes oreilles. La Ligue des Champions, sauf si on se cache derrière un rideau d'opposants ou bien de concurrents, mais on sait que le Real a les arguments à faire valoir dans cette compétition, qu'on soit du Barça ou du City ou de n'importe quel championnat. On sait que quand on a affaire avec le Real Madrid, ils ont l'ADN, ils ont cette habitude également de jouer et sortir le gros jeu, quelle que soit la nature de l'adversaire. Donc, c'est vrai, c'est un choc de l'Espagne, mais ça n'inquiète pas tellement le Real. C'est à Simone d'avoir beaucoup d'inquiétudes. Si c'est un Catalan qui le dit, je le prends bien. Oui, c'est moi-même. Oui, mais c'est moi-même. On parle effectivement en tant que consultant, en tant que professionnel. En tant que professionnel. Merci beaucoup, ma soeur. Tu comprends un tout petit peu. Donc, ici, on ne peut pas se cacher derrière cette voile de concurrents ou d'opposants. Diego Simeone également, il doit toujours avoir la peur au ventre. Alors, pronostic sur ce match-là. Les quatre, on va commencer par vous. Pourquoi seulement sur ce match-là? On y va. Pronostic sur ce match. Match nul. Match nul. C'est que le Real se qualifie. Pronostic. Je ne saurais être juste par rapport au score, mais je vois l'Atlético passer. Alors, pronostic passé. Ouais, je vois le Real passer 1-0. Je m'attendais à... moi, je vois le Real ma réponse, c'est ça. Je vois le Real passer 1-0. C'est absurde, mais on l'accepte. Ça n'engage que vous. Alors, pronostic, Mamadou. Moi, je vois un match, un but partout. Et donc, le Real passé. Ouais. Un match nul, hein, ça donne la qualification directe au Real Madrid. Alors, on va passer à la minute des cartons rapidement. On va commencer par vous, tout votre carton de la semaine. Le carton de la semaine. En tout cas, je suis entre. Elle n'a pas de carton, allez-y. Oui, disons un carton vert aux joueurs, aux supporters et à tous ceux qui aiment le Barça suite au décès de ce docteur qui accompagne beaucoup les joueurs du Barça et qui aide beaucoup dans la performance des joueurs en ce moment. On compatit, votre carton rapidement parce qu'on a plus de temps. Oui, carton vert du côté de Koya, ceux qui nous regardaient depuis Mangata, qui vous saluent avec la qualité de l'émission. Merci beaucoup pour nos auditeurs, nos téléspectateurs côté de Koya. Allez-y, Mangeon. Je donne un carton rouge à Michel Doucier qui a retardé la liste. Non, une zone d'abord. Une zone. Allez-y rapidement. Toutes les nations ont publié la liste sauf la Guinée. J'ai vu votre publication tout de suite, j'ai eu peur. C'est pas les élections présidentielles. Heureusement que je ne vois pas de carton parce que je sais ce que tu voulais. Alors moi je donne un carton vert à l'ensemble de la technique de la régie de Michel Wabouno, notre réalisateur, de Cissé Lima, de Baba, de la régie Diallo, de la radio. Je dis non tout le monde parce que c'est le Ramadan. Il ne faut pas oublier quelqu'un. Un autre carton vert à l'ensemble de la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain dans l'émission World Sport à partir de 9h00.